Mes amis, je suis avec le député Philippe Schreck qui vient d'une région dont personne n'a jamais entendu parler, d'un département qui s'appelle le Var, totalement mystérieux. Il me reçoit très aimablement, j'en suis très flatté, je le remercie, dans les jardins de l'Assemblée nationale. Vous voyez derrière ces jardins, vous entendez le bruit de la fontaine à côté, je vous ferai quelques photos. Merci, monsieur le député, de C'est moi qui vous remercie. Disponibilité. Aujourd'hui est une journée extrêmement chargée à l'Assemblée, mais vous êtes, avant de parler, de faire un rapide tour d'actualité, vous êtes beaucoup occupé de la question de l'eau. Vous avez dénoncé le gaspillage de l'eau. Vous avez organisé une journée à Eguin, dans le Var. Ouais. Ne cherchez pas où ça se trouve, c'est presque en Afrique. Ah, ça y est, je vais encore me faire insulter. Pourquoi la question de l'eau vous tarabuste? Alors, je vous reprends d'abord sur Eguin, qui est un endroit merveilleux, sur le lac de Sainte-Croix, avec un tourisme raisonné. Surtout, n'écoutez pas la question et écoutez la réponse. Et allez à Eguin pendant vos vacances. Plus sérieusement, quoique, l'eau est un problème dans le Var et dans d'autres départements du Sud où nous subissons des restrictions importantes. À chaque rencontre avec les acteurs du monde économique ou les maires, ce sujet revient. Nous sommes encore une fois en restriction. Des communes sont ravitaillées par citerne ou par pack d'eau. Pour cet été, les stocks sont en cours. Donc il a été envisagé de créer un groupe de réflexion dont j'ai un petit peu, et un groupe de travail au sein du Rassemblement national. J'en ai pris un petit peu la charge pour essayer de faire le point de toutes ces problématiques liées à l'eau. Et ensuite, parce que tous les problèmes que peuvent rencontrer les Français naturellement nous intéressent, et ensuite en faire différents sujets, différentes propositions pour essayer de travailler ça dans l'angle non pas de la privation ou de la décroissance, comme certains le voudraient, mais dans l'angle de la croissance, de l'intelligence, de la technologie. Alors, concrètement, parce que les Parisiens se plaignent d'avoir trop de pluie, donc ils sont loin des problèmes de l'eau, même s'ils boivent une eau du robinet qui n'est pas toujours très bonne. Est-ce que ça signifie qu'il y a vraiment une sécheresse dans certaines parties de la France? Il y a des sécheresses statistiquement constatées, et surtout, ce qui est le plus grave, la sécheresse hivernale. Qu'on soit en situation de sécheresse l'été dans le Var, dans les PO, dans l'Aube, dans le Gard, c'est assez classique, nous l'avons tous connu depuis, j'allais dire, tout petit. Par contre, la sécheresse hivernale cumulée empêche la reconstitution des stocks et entraîne une raréfaction de la ressource. Donc oui, nous avons vraiment un problème de sécheresse. J'ajoute que si vous venez encore une fois dans le Var, et je pense que vous allez bientôt y venir, sur nos lacs, c'est visuel. Quand vous avez un lac qui perd 7, 8, 10 mètres de niveau d'eau, vous constatez le phénomène de façon visuelle. Comment s'explique ce phénomène? Ça, on va pas... Ah ben si, justement. Oui. Non, on a un réchauffement climatique évident qui se traduit par des bouleversements. Les bouleversements sont lesquels? Pas d'eau dans certains endroits et j'allais presque dire trop d'eau dans d'autres. C'est presque une tropicalisation de notre climat. Donc ce changement climatique se ressent. Cette raréfaction de l'eau est liée au changement climatique et à l'amoindrissement de la précipitation neigeuse ou pluviale. Est-ce que vous pensez que les mesures proposées, je crois que nous allons être délogés par un huissier, est-ce que vous pensez que les mesures proposées par Emmanuel Macron, son plan eau qu'il a présenté, alors non pas à Eguin mais dans le sud-est, est-ce que vous pensez que ce sont des mesures adaptées à la situation? Alors il s'agit de mesures tout à fait cosmétiques et j'allais dire de publicité, de communication politique. Il s'agissait pour lui, et c'est dommage qu'il ait choisi l'eau comme vecteur, il s'agissait pour lui de passer à autre chose après l'épisode des retraites. Ce qui est annoncé, somme toute, c'est pas grand-chose. C'est des plans, c'est des déclarations d'intention qui existaient déjà, c'est la création d'une application sur l'eau. Quand il y avait problème d'énergie, on a fait EcoWatt. Quand il y avait le Covid, on a fait tous anti-Covid. Et là, on fait EcoFlotte, si vous voulez. Donc, non, ce n'est pas à la hauteur des enjeux de l'eau qui nous préoccupent. De façon générale,
Parce que c'est une question que beaucoup de gens se posent, quelle est la position du Rassemblement national vis-à-vis de ces questions écologiques? Est-ce que l'écologie, c'est un thème du Rassemblement national? Tous les thèmes qui touchent ou impactent la vie des Français et de nos compatriotes intéressent le Rassemblement national. L'écologie au premier point, l'eau également, et il est hors de question que nous laissons ces sujets, j'allais dire, à des idéologues et à des dogmatiques. Quelque part, l'écologie est trop importante pour nos enfants et notre tissu économique et agricole pour laisser et abandonner ce sujet aux écologistes. Donc effectivement, cela concerne le Rassemblement national. Nous allons aborder ce sujet comme nous le faisons avec tous les sujets, c'est-à-dire de façon technique, en travaillant, et pour aboutir à des propositions concrètes. Voilà. Donc on ne fera pas des déclarations d'intention, on ne fera pas de l'idéologie à l'emporte-pièce, on fera du travail de dossier, on proposera ce qui est possible de proposer. Est-ce que vous pensez que l'écologie doit être au cœur de l'action politique? On entend les plans de transition écologique, une espèce de branle-bas de combat autour de la transition énergétique, la transition du chauffage. Est-ce que vous pensez que tout ça mérite un tel effort? Ça dépend ce que vous entendez par écologie. Si l'écologie est une donnée de vie, est une donnée à prendre en compte dans l'économie, dans la société, oui, naturellement. Si l'écologie est au service d'une idéologie déconstructrice de décroissance, et je pense que vous voyez vers qui mon regard se tourne, bien sûr que... Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde, oui c'est ça, il y a pas mal de créateurs d'amendements salades. Mais encore une fois, l'écologie est trop sérieuse pour être abandonnée aux écologistes. Il ne s'agit pas de faire de l'idéologie, il ne s'agit pas de faire de l'entre-soi, du retour en arrière. Il ne s'agit pas d'arriver à l'Assemblée en tongs en fumant des joints, mais il s'agit de trouver une préoccupation, de constater qu'il y a des blocages touristiques, économiques, dans le pilotage des collectivités territoriales, et par rapport à nos atouts et à nos faiblesses, eh bien d'essayer d'anticiper, non pas pour 24 ou 36 mois, comme le fait M. Macron et son plan sur l'eau, mais quand on parle de l'eau, sur 4, 5, 6 décennies. Dans la pratique, est-ce que vous pensez que la transition écologique, on ne sait pas trop ce que c'est, elle va demander beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices aux Français? On a entendu Marine Le Pen dénoncer l'écologie punitive. C'est quoi la recette du Rassemblement national vis-à-vis de ça? C'est que lorsque l'on a un problème, qu'il soit environnemental ou autre, ou de santé publique, la solution n'est pas la privation, n'est pas l'interdiction, n'est pas la punition, n'est pas la contrainte. Je pense qu'on peut régler beaucoup de problèmes sans ces retours en arrière, sans ces décroissances. Donc la solution, effectivement, c'est le travail, c'est la prise en compte du problème, mais toujours sur l'angle du progrès. On ne fait pas de politique pour régresser, en tout cas pas nous. Du progrès, qu'il soit environnemental, économique, sociétal, même comportemental dans d'autres sujets. Donc j'ai le sentiment que notre vecteur, notre point d'attaque sera celui-ci. Bien entendu que l'environnement et l'écologie doivent être présents dans une action politique, locale, nationale, internationale, mais encore une fois, pas dans l'angle des chapelles de récession, d'entre-soi que l'on déplore trop souvent. Aujourd'hui, puisque je vous ai sous la main, j'en profite, il y a une actualité très chargée en réalité à l'Assemblée. Il y a notamment une proposition de loi du groupe communiste sur Israël, état d'apartheid, je simplifie, mais qu'est-ce que vous voterez sur ce sujet? Alors, ça a été voté ce matin. Donc l'Assemblée nationale et le Rassemblement national y a pris une part importante. Cette proposition de loi antisémite, il n'y a pas d'autre mot, a été rejetée. Je pense que les communistes, soutenus par LFI, nous ont offert un moment d'antisémitisme parlementaire assumé. Ça me semble tout à fait dramatique. Pourquoi vous dites que c'est antisémite de dire qu'Israël est un état d'apartheid? Parce que c'est faux. Et parce que cela répond à une seule obsession, je ne sais pas d'où elle sort, de cette nouvelle gauche NUPES, qui est une obsession de la disparition d'Israël, de l'État d'Israël.
C'est leur obsession. Enfin, c'est du clientélisme. C'est pour répondre à une partie de leur électorat. Ça me semble aberrant, ça me semble grave, ça me semble même inquiétant pour nos compatriotes de confession, nos compatriotes juifs de confession israélite en France, qui sont parfois menacés de tels discours ne les sécurisent pas. Moi, je considère, et mon groupe aussi, que Israël, qui est la seule démocratie de la région, qui est la seule démocratie de la région, qui a une existence qui résulte d'accords internationaux évidents, gravés dans le marbre, d'une histoire naturellement vieille de plus de 2000 ans, qui a été forgée dans l'abomination, dans le sang de la déportation. Je pense que ce pays et toute cette région méritent de la sécurité, méritent d'évoluer en paix, et méritent de s'épanouir comme ils le font, avec des partenaires régionaux, des pays arabes, des partenaires régionaux. Et venir dans l'hémicycle, dans l'Assemblée nationale, dire que Israël institutionnaliserait un crime contre l'humanité qui est l'apartheid est tout à fait inconsistant. C'est encore une fois de l'antisémitisme assumé dans le Parlement avec une grande facilité. Nos amis communistes, s'ils avaient voulu faire un petit peu de relations internationales, auraient pu s'intéresser au sort des femmes en Iran, au sort du génocide des Ukrainiens qui a été fait entre 1933 et 1945 par Staline. Ils ont voté contre la reconnaissance de ce génocide. Non. Et ils ont une obsession de la disparition d'Israël. C'est les nouveaux tenants de l'antisémitisme en France. Eh bien, je suis content d'appartenir à un groupe qui, de toutes ses forces, s'est battu contre cette aberration législative qui est désormais au rang des oubliettes, mais leurs auteurs ne le sont pas. Quand vous dites que c'est pour plaire à une partie de leur électorat, je vous pose la question, oui, évidemment avec malice, vous visez qui au juste? Je vise l'islamo-gauchisme, qui est tout à fait présent, qui est tout à fait actif, qui est financé en France et qui mène une quête tantôt de déconstruction de nos valeurs et qui mène une quête d'élimination de l'État d'Israël. Alors que des groupes politiques, que des individus se mettent là-dedans, c'est une démarche individuelle, mais que des groupes politiques en viennent à proposer une proposition de loi dans le cadre d'une niche parlementaire là-dessus, alors que les Français ont peut-être d'autres problèmes, mais c'est vrai que les communistes ont abandonné les ouvriers, les travailleurs depuis bien longtemps, eh bien, ça méritait qu'on se déplace, et au Rassemblement national, nous étions très nombreux aujourd'hui pour s'opposer à ça. Autre sujet qui intéresse ceux qui fréquentent moins les médias mainstream, c'est le sort des soignants suspendus. Donc aujourd'hui a lieu la discussion de la proposition de loi dans l'hémicycle formulée par M. Jean-Victor Castor. Oui. Quelle sera la position du Rassemblement national sur cette proposition de loi? Vous me parlez au futur, je vous parle au passé. Il y a à peine une heure, nous avons adopté, l'Assemblée nationale a adopté cette loi contre le gouvernement, contre la minorité, j'allais dire présidentielle et la minorité parlementaire. Donc cette loi a été adoptée naturellement grâce au vote unanime de tous les députés du Rassemblement national. Cette vote et notre collègue député qui a porté cette proposition, nous l'avons soutenue sans sectarisme car nous ne sommes pas sectaires. Quand quelqu'un il a raison, d'où qu'il vienne et quoi qu'il dise, nous le soutenons. Eh bien, c'était de dire on ne fait pas confiance au ministre. On ne fait pas confiance à ce gouvernement qui nous a, pardonnez-moi l'expression, enflé, qui nous a menti sur la crise sanitaire, qui a cloué au pilori et qui a ostracisé des soignants courageux. Donc on ne fait pas confiance aux futurs décrets dont on ne sait rien, qui devraient régulariser leur situation et dont on pourrait revenir facilement. Alors un décret, c'est du papier. Sur la réintégration est déjà sortie. Elle est déjà sortie. Nous aurions pu la voter il y a quelques mois, c'est vrai, dans la niche LFI, et nous l'avions soutenue à l'époque, mais le gouvernement avait fait de l'obstruction parlementaire pour que ne soit pas passé au vote. Encore une fois, là à présent, c'est fait. L'Assemblée nationale, en ce qu'elle a de beau, c'est-à-dire en ce qu'elle représente les Français, a décidé que effectivement cette réintégration serait gravée dans le marbre de la loi. Et nous y avons pris, nous avons pris notre part sur la réintégration de ces soignants que nous réclamons depuis l'origine, depuis qu'on a du retour
sur cette entourloupe et fumisterie de la façon, non pas du Covid, mais de la façon dont cela a pu être géré. Quelle est la position aujourd'hui du Front National, du Rassemblement National, pardon, je corrigerai, du Rassemblement National sur la vaccination obligatoire? Parce que vous avez voté son abrogation, mais les gens n'ont pas toujours compris quelle était la ligne du parti sur cette question de vaccination obligatoire des soignants. Je pense, et c'est un sujet où on peut avoir une certaine liberté de penser. Nous sommes bien entendu, on en parlait sur l'eau, nous sommes les tenants du progrès de la technologie. Nous sommes naturellement pour la vaccination, mais ce problème de vaccination Covid, et ça apparaît peu à peu, c'est entouré de tellement d'opacité, y compris scientifique, d'une espèce d'omerta et de dictature de la pensée, où l'on a fait taire des scientifiques, qu'ils aient tort ou raison. Moi, je ne suis pas scientifique. Tout ça crée un climat de suspicion. Donc on en revient, j'allais dire, aux fondamentaux, c'est-à-dire qui nous sont chers, c'est celui de la liberté individuelle et de la conscience individuelle. Moi, j'ai pas peur de dire que je suis vacciné une fois, 2 fois, 3 fois. J'ai été autant de fois vacciné que j'ai... 4 aussi, si vous voulez. Non, 3. J'ai été autant de fois vacciné que j'ai attrapé le Covid. Donc voilà, ça a été ma liberté. Et ceux qui, en conscience, ne vont pas dans ce choix sont tout aussi respectables et peuvent travailler. Enfin, on est arrivé à des bêtises, je voudrais revenir là-dessus, même si c'est un combat d'arrière-garde. On peut se faire soigner par un médecin qui a le Covid et vacciné, et on ne peut pas se faire soigner par un médecin qui n'a pas le Covid et non vacciné. Lorsqu'il y a eu les feux qui ont dévasté le sud-ouest de la France l'été dernier, nos pompiers professionnels ou volontaires non vaccinés n'ont pas pu aller combattre le feu et on a appelé des Polonais ou des Roumains qui n'avaient jamais vu le feu et qui eux n'étaient pas vaccinés. Donc tout ça, cette crise a été drapée dans le manteau de l'hypocrisie, du non-dit et du mensonge. Et la loi que nous avons votée ce matin, qui est un échec politique pour le gouvernement, cette loi vient le rappeler à sa façon. Alors, en venant vous rencontrer, j'ai croisé François Ruffin, Éric Coquerel, Boris Vallaud. C'est de bonnes relations. Moi, je suis très neutre, je connais tout le monde. Comment vous décririez la relation entre les députés Rassemblement National et les députés de la NUPS aujourd'hui? Alors, on a une divergence, indépendamment des divergences politiques. C'est que nous avons la volonté de sauver le pays en participant aux institutions. Eux, ils se moquent de sauver le pays et veulent détruire les institutions. Ça fait déjà une bonne raison pour ne pas se parler. Ensuite, prisonniers de leur idéologie, ils ont décidé que nous n'existions pas. Donc il n'y a pas de relation. C'est désagréable. C'est haineux de leur part. C'est haineux. Mais l'action publique et l'action politique, on parlait de la question d'Israël, se traduit toujours chez eux sur le prisme de la haine et de l'interdiction. C'est les héritiers du bolchevisme et du stalinisme. Donc c'est sûr qu'on est en situation, j'allais dire, irréconciliable, sauf que nous considérons qu'en politique, nous n'avons pas d'ennemis, nous avons des adversaires. Nous votons, et ça a été le cas ce matin, contre eux massivement lorsqu'ils font n'importe quoi, mais avec eux, on parlait de la vaccination, lorsque les choses vont dans le bon sens. Je veux dire, on a cette ouverture d'esprit parce qu'on respecte les femmes et les hommes, et les élus, on a cette ouverture d'esprit qu'ils s'interdisent d'avoir, à 1 ou 2 exceptions près. Voilà. Je ne vais pas abuser de votre disponibilité, mais si Marine Le Pen arrive au pouvoir demain, le pitch de son mandat, la petite phrase qui résume le grand axe stratégique, ce serait quoi? C'est une question qui me prend un peu, au dépourvu, mais c'est pour ça que je la pose. Oui, non, mais c'est fait pour ça les questions, qu'on ne croit pas que notre relation est une relation de connivence. Non, le pitch, ce serait bien sûr de rendre la France aux Français et de redonner. Ça veut dire quoi, rendre la France aux Français aujourd'hui? Eh bien, que la population française, que les citoyens français, par l'intermédiaire de leurs élus, reprennent la main
de l'action publique et de l'action politique, ce qui n'est plus le cas. Hein, l'action politique est abandonnée aux lobbies, aux grandes entreprises, j'allais dire aux fonctionnaires, malgré tout le mérite qu'ils ont. Et je pense que Marine Le Pen arrivera à remettre l'élu, j'allais dire, au centre du pays. Et puis naturellement, elle stoppera ce processus de déconstruction dont on pourrait parler des heures, mais sur lequel moi, je la rejoins, j'allais dire, à 1000%. Donc oui, je pense que rendre la France aux Français et redonner au pays un cap et une trajectoire qui n'est pas comme la trajectoire que donne Emmanuel Macron à 100 jours. Une trajectoire à 100 jours est une trajectoire indigne d'un chef d'État, mais qui sera une trajectoire sur de nombreuses années. Bon, merci de cet entretien et merci de cet endroit magnifique. Avec plaisir, c'est la maison de tous les Français en plus. Voilà.